Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Le Média pour Le Récap, votre rendez-vous quotidien d'actualité. Du lundi au jeudi, on revient sur un sujet sans filtre et sans langue de bois. Le Récap, c'est l'une des 4 nouvelles quotidiennes qui viennent d'arriver sur notre antenne et que j'ai le plaisir de vous présenter. N'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7 pour être sûr de ne rien rater. Le Récap épisode 10, c'est parti. Ce matin, près de 500 jeunes exilés ont été violemment expulsés de la Gaîté Lyrique sur ordre de la préfecture de Paris. Annoncée depuis hier, l'évacuation était attendue de la part des réfugiés et de leurs soutiens qui ont passé la nuit sur place ou se sont mobilisés dès 6 heures du matin. L'intervention policière s'est comme toujours faite par la force. Très vite, les premiers jets de gaz lacrymogène ont eu lieu. Journalistes et témoins rapportent également des coups de matraque et des nasses dont on rappelle que la légalité est régulièrement questionnée. 46 personnes ont été interpellées pour faire l'objet de vérifications administratives. L'occupation de la salle de spectacle parisienne a commencé le mardi 10 décembre. Ce jour-là, environ 200 mineurs isolés, fédérés par le collectif des jeunes du parc de Belleville, ont profité d'une conférence organisée à la Gaîté Lyrique par la Fondation de la Croix-Rouge et intitulée « Réinventer l'accueil des réfugiés en France » pour investir les lieux. L'objectif de cette action, attirer l'attention de la mairie de Paris sur le sort de ces jeunes sans hébergement et exiger un toit pour toutes et tous. Dans leur premier communiqué, le collectif rappelle que des centaines de jeunes dorment chaque jour dans les rues de Paris, confrontés au froid et à la faim et au démantèlement régulier de leur habitat de fortune par la police. La Gaîté Lyrique a réagi plutôt positivement à cette occupation de ces espaces, déclarant regretter le caractère subi et soudain de cette occupation, tout en rappelant le caractère légitime de la revendication du collectif. L'établissement a fermement dénoncé l'inaction et l'incapacité de dialogue avec les services de la ville de Paris et ceux de l'État, qui mettent en danger les personnes hébergées et les équipes de la Gaîté Lyrique. Le gros problème de l'établissement, ce sont en fait les sanitaires. Il y a seulement 5 toilettes et quelques lavabos, pas de douche. Les conditions sanitaires sont donc très précaires et inquiètent un peu tous les concernés. Surtout qu'au fil du temps, le nombre de personnes hébergées augmente. 215 au départ, très vite 300 après un mois, et presque 500 le jour de l'évacuation. La situation des mineurs isolés est telle en France que d'autres associations finissent par aiguiller les jeunes exilés qui les sollicitent vers la Gaîté Lyrique. C'est le seul lieu où ils peuvent trouver un refuge à Paris. Grâce à la solidarité, le collectif des jeunes du parc de Belleville réussit à offrir des conditions de vie plus dignes aux jeunes exilés, notamment leur offrant un toit et des repas. Très vite, ce nouveau lieu de lutte a attiré les convoitises de l'extrême droite. Sentant le potentiel médiatique auprès de leurs audiences, souvent obsédées par la question migratoire, les charognards de l'information d'extrême droite ont commencé à tourner autour de la Gaîté Lyrique. D'abord, il y a eu le pseudo-média Boulevard Voltaire, puis CNews, en boucle sur le sujet, ou même les militants de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, venus diffuser leurs tracts racistes aux abords du lieu. Tout un festival. Ce matin, chez Pascal Praud, on remercie d'ailleurs chaleureusement le parti des multicondamnés pour incitation à la haine raciale. Ils ont fait du bon boulot. Il y a eu un silence politique et médiatique sur cette affaire pendant des semaines et des semaines. C'est le parti Reconquête et Sarah Knafo en particulier qui a mis la lumière sur cette affaire. Il faut lui rendre hommage. Et aussi le témoignage de cette commerçante, de cette gérante d'un bar à proximité de la Gaîté Lyrique qui a subi des désagréments gigantesques depuis des jours, qui a témoigné sur notre antenne et ça a sans doute participé à cette évacuation menée ce matin. La commerçante dont il parle, c'est Elia, la gérante d'un bistrot, vraisemblablement voisin de la Gaîté, évoquée pour la première fois le 12 mars chez Valeurs Actuelles. Le torchon d'extrême droite raconte qu'elle et son mari viennent de reprendre le restaurant et qu'ils craignent la faillite à cause de l'occupation. Après ça, elle a vite fait le tour de tous les médias réactionnaires, CNews, Europe 1, TPMP, Frontières, encore Boulevard Voltaire, et tout ça plusieurs fois en l'espace de quelques jours. Cette femme en détresse psychologique a été pressée et usée jusqu'à l'os au profit des thèses racistes de l'extrême droite. En parlant de détresse psychologique, je ne résiste pas à l'envie de vous parler de Jean-Marc Morandini, vraiment outré par ce qui se passe à la Gaîté Lyrique. En fait, il n'a pas supporté qu'un journaliste de CNews soit chahuté par les jeunes occupants et leur soutien, refusant d'être filmé à leur insu. Pris d'un courage qu'on lui soupçonnait guère, il a réagi sur Twitter. « C'est impossible de les laisser faire la loi. Je débarquerai bien en direct là-bas cette semaine avec Morandini Live. Mais je ne veux pas mettre en danger mon équipe. Alors on va étudier ça avec la sécurité, mais moi je suis chaud pour y aller. Emoji diable, emoji diable, emoji diable. » On rappelle que Jean-Marc Morandini, qui officie quotidiennement sur la TNT, est condamné notamment pour corruption sur mineurs et harcèlement sexuel. S'il y a quelqu'un qui est vraiment en danger dans cette affaire, ce sont les 500 mineurs isolés qui vivent à la Gaîté Lyrique.
L'extrême droite politique et médiatique s'est donc chargée de faire monter la sauce autour de l'occupation et vraisemblablement, ça a fini par fonctionner. Pendant le premier mois, personne bouge ou presque. Une mission d'urgence vient à la rencontre du collectif, sans solution, mis à part de trouver de quoi se doucher ou manger à proximité. Mais une information tombe néanmoins, une procédure judiciaire d'expulsion va être lancée par la mairie de Paris. Le collectif déplore que la mairie refuse de mettre en place une vraie politique d'accueil. Et à partir de là, c'est la grande partie de ping-pong des responsabilités entre la ville et l'État. Si on résume, l'État est évidemment défaillant. Il se fait d'ailleurs régulièrement condamner par la Cour européenne des droits de l'homme pour ses manquements. Et la ville de Paris, elle se cache derrière tout ça pour pas prendre sa part. Écoutez à ce sujet Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui était sur le plateau de France Inter mardi matin. Dans une ville comme Paris, on a chaque année environ 8000 jeunes qui arrivent dans ces parcours de migration. Sur ces 8000 jeunes, il y en a environ 2500 qui sont reconnus mineurs. Eux, immédiatement pris en charge, évidemment, et à Paris et dans d'autres départements, sont soutenus. Une partie de ces jeunes n'est pas reconnue mineure et fait des recours. Nous avons obtenu, Rémi Féraud d'ailleurs au Sénat a obtenu du gouvernement, qu'il puisse y avoir une prise en charge de la situation de ces mineurs qui sont en recours, qui veulent faire reconnaître ces majeurs qui veulent faire reconnaître leur minorité. Bref, il y a un travail qui aujourd'hui n'est pas fait suffisamment par toutes les autorités. À l'échelle de la région Île-de-France et de Paris, nous travaillons. Moi, j'essaye de convaincre notamment la préfecture de police et la préfecture de région. Préfecture de région dont c'est la compétence. C'est une compétence de l'État d'offrir des places d'hébergement. On a interrogé David Béliard, adjoint écologiste à la mairie de Paris, hier au rassemblement de soutien avant l'évacuation. Il tient le gouvernement pour responsable, mais déplore l'inaction de la mairie. Moi, je ne me trompe pas de combat. Le combat, c'est contre d'abord le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui n'est pas au rendez-vous, parce que c'est sa mission aujourd'hui, d'assurer cet hébergement. Ensuite, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, dans une mairie qui est une mairie de gauche, qui doit réaffirmer ses valeurs, nous devons agir. Nous devons agir pour ces jeunes, pour leur trouver des solutions. La députée parisienne Danielle Simonet souligne quant à elle la situation ubuesque dans laquelle se retrouvent ces jeunes, dont la minorité est contestée, sans preuve par la ville de Paris, et qui les abandonne dans un vide administratif. Les mineurs non accompagnés, qui n'ont pas de parents, il y a une obligation. On a signé la Convention européenne des droits de l'enfant, et on la piétine en n'assumant pas ses responsabilités, en contestant la minorité. Donc les jeunes sont en recours, donc ils ne sont pas considérés comme mineurs par le département qui ne les prend pas en charge, mais ils ne peuvent pas être considérés comme majeurs par l'État. Et donc chacun se renvoie la balle, et en attendant, on a près de 400 jeunes qu'on va expulser d'ici. Alors, vous savez, ils n'avaient rien à faire dans un théâtre, ils ne souhaitaient pas, ils préféraient avoir d'autres solutions bien plus de prise en charge globale, mais on va les envoyer à la rue. Ils vont dormir sous les ponts, avec le froid qu'il fait, avec toutes les menaces de la rue. On ne survit pas à la rue. Toujours est-il que la procédure d'expulsion lancée auprès du tribunal administratif a donné gain de cause à la mairie de Paris. Les occupants avaient jusqu'au 13 mars pour quitter les lieux, ce qu'ils n'ont pas fait faute de solutions de logement dignes et pérennes. Depuis le 1er mars, la mairie avait même durci les relations avec les occupants et accentué les tensions au sein du lieu d'occupation. Les consignes aux agents de sécurité avaient changé, favorisant le recours à la police nationale. L'eau chaude avait été coupée, ainsi que le système d'aération. Finalement, sans qu'on lui demande vraiment rien, c'est la préfecture qui s'est donné pour mission de faire place nette à la Gaîté Lyrique en ordonnant l'évacuation ce mardi matin. Un revirement de situation qui n'a pas été compris par les occupants du lieu. On écoute l'un d'entre eux qui s'est confié aux médias. Non, on ne nous a pas prévenus. Nous, ce qu'on savait, la mairie avait dit... La mairie nous a adressé un communiqué, et aussi à travers les propos de Mme Hidalgo. Elle avait dit que de toute façon, il n'y aura pas une expulsion cesse. De toute façon, derrière, il y aura une mise à l'abri. Du coup, c'est chose qu'on ne comprend pas. Là, c'est la préfecture qui s'est saisie du dossier par la mairie. Mais c'est la mairie, normalement, qui doit se saisir de la dossier. Donc, on ne comprend pas pourquoi la préfecture s'est saisie du dossier pour expulser les jeunes de la Gaîté Lyrique. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc, on appelle la mairie de prendre ses responsabilités, tout simplement, parce que c'est elle qui nous a mis dans cette situation. Si la mairie nous avait trouvé une solution depuis longtemps, depuis les 3 mois, on n'aurait pas là. Du coup, tout ce qui se passe ici, c'est la faute à la mairie pour moi. Le préfet de Paris, Laurent Nunez, a pris la parole sur France Télévisions pour détailler le déroulé des faits. L'occupation a lieu le 10 décembre 2024.
En janvier, la ville de Paris a engagé une action devant le tribunal administratif qui a donc rendu sa décision le 13 février et qui a considéré que les personnes devaient évacuer dans un délai d'1 mois. Donc elle a laissé 1 mois aux personnes pour évacuer. Ce délai a expiré le 13 mars, donc nous y sommes, c'était il y a quelques jours. Et donc moi j'attendais évidemment la saisine de la ville de Paris, il doit me solliciter pour accorder le concours de la force publique. Cette demande n'étant pas intervenue, donc j'ai pris évidemment mes responsabilités, j'ai pris un arrêté en tant que préfet de police pour mettre un terme à cette occupation en tant qu'elle causait un trouble à l'ordre public. Ce qu'évidemment je ne pouvais pas faire avant, puisqu'il y avait une décision de justice qui laissait jusqu'au 13 mars. La mairie de Paris vous a dit explicitement qu'elle ne souhaitait pas que les forces de l'ordre interviennent ? La mairie de Paris a souhaité avoir un certain nombre de précisions sur les conditions dont ces personnes allaient ensuite être hébergées, traitées, ce qui équivalait à un refus implicite. Donc voilà, donc j'ai pris mes responsabilités, j'ai pris cet arrêté que je prends au titre de mes pouvoirs de police générale, au titre de la prévention des troubles à l'ordre public. On comprend que le préfet était dans les starting blocks depuis le début de l'occupation, prêt à envoyer ses forces de police se défouler sur les mineurs non accompagnés de la Gaîté. La mairie a un peu traîné les pieds, sûrement pas très à l'aise avec les images qui pourraient être tirées de cette intervention policière. Finalement, il s'est affranchi des sollicitations de la mairie de Paris et a décidé d'intervenir par lui-même au titre du maintien de l'ordre public. Maintenant que Nunez a envoyé ses sbires et que la machine est lancée, quel avenir pour ces jeunes ? Quelle solution ? On a demandé à l'association d'aide aux personnes exilées, Utopia 56, qui connaît bien le sujet. Et les perspectives sont assez peu réjouissantes. L'opération est finie et il reste des jeunes qui ont été embarqués et qui sont devant le commissariat du 10. Il y a des soutiens devant le commissariat du 18e pour demander de relâcher les jeunes qui ont été pris. On a eu une personne aussi qui a été arrêtée pour contrôle d'identité, retenue plusieurs heures, Utopia 56, qui vient d'être lâchée. Et ces jeunes, comme vous le savez, n'ont pas été dans les hébergements proposés parce que ce n'est pas du tout adapté à leur situation. Et donc se retrouvent en errance dans Paris avec, bien sûr, la puissance de l'État devant. Et bien sûr, l'impossibilité ce soir de recréer un campement, même pour les mettre en tente. Parce que bien sûr, comme vous le savez, les points de fixation, on n'en veut pas à Paris, à Calais ou ailleurs. Donc ça va être, je pense, ce soir une chasse à l'homme. Et nous, de comment on va faire pour aider ces jeunes à se reposer quelque part, en sachant ça, et en pouvant aussi essayer de les toucher. Donc là, on est en train d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les équiper, parce qu'ils n'ont plus rien, pour une grande partie d'entre eux, plus de temps, plus de couverture. Ils sont sans rien, à part avec des citoyens toujours autour d'eux, qui continuent à se battre pour faire en sorte qu'ils puissent avoir au moins le minimum ce soir, et j'espère qu'on va réussir à les équiper d'ici ce soir. Comme souvent dans ces cas de figure, on évacue, on repousse en dehors de Paris, on offre éventuellement des solutions d'hébergement très temporaires, et puis c'est tout. Dans le cas de la Gaîté Lyrique, on évoque des solutions d'hébergement temporaire à Rouen ou encore à Orléans. Des propositions qui ne sont pas réalistes, des procédures administratives, rendez-vous médicaux et réseaux de solidarité de ces jeunes sont à Paris, ils vivent à Paris, et les déracinés ne feraient qu'accentuer leur détresse. Ces solutions ont donc très largement été refusées. Chaque nuit, en France, plus de 2000 enfants dorment à la rue. Ce chiffre a explosé depuis 2020, mais l'État regarde ailleurs. Sa seule réponse, c'est comme toujours, la force. Si l'État ne sait pas héberger ses enfants, il sait parfaitement les chasser. On poursuit avec le reste de l'actualité, racontée et mise en image par Sarah Duyeux. On commence avec les tensions franco-algériennes qui se sont encore accrues. Escalade des tensions entre Paris et Alger. Après le rejet par l'Algérie d'une liste d'une 60aine de ses ressortissants à expulser, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a annoncé hier une riposte graduée. Le ministre de la Justice Gérald Darmanin s'inscrit sur la même ligne. Je suis tout à fait favorable à la riposte graduée qu'il a évoquée. Il faut rappeler notre ambassadeur. Et deuxièmement, il faut mettre fin aux visas diplomatiques. L'extrême droite s'est elle aussi emparée du sujet. Marine Le Pen appelle le gouvernement à réagir avec fermeté. L'heure n'est plus aux déclarations d'intention, il faut maintenant agir sans délai. Gel des visas et des transferts de fonds privés, fin de l'aide publique au développement, dénonciation des accords de 1968. En rejetant cette liste, Alger a expliqué refuser les menaces et les velléités d'intimidation de la France. Les deux pays traversent depuis plusieurs mois une crise diplomatique, les motifs de tension se succèdent, la souveraineté du Sahara occidental, l'incarcération de l'écrivain Boualem Sansal, l'affaire des influenceurs, ou encore la question des expulsions d'Algériens sous OQTF. On poursuit avec Gaza, où les frappes israéliennes d'ampleur ont subitement repris. Israël poursuit son massacre. Après 2 mois de trêve, Netanyahou brise le cessez-le-feu à Gaza. L'armée israélienne a mené dans la nuit de lundi à mardi des frappes d'une violence inédite.
Les bombardements ont fait au moins 413 morts, en majorité des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé du Hamas. La Croix-Rouge annonce que les structures de santé sont débordées. Israël affirme avoir ciblé des responsables du Hamas et dit vouloir faire pression pour obtenir la libération des otages toujours retenus à Gaza, mais les familles des otages s'inquiètent pour leur survie. Elles demandent à Israël d'arrêter de tuer leurs proches et de reprendre les négociations. De leur côté, les États-Unis, soutien d'Israël, confirment avoir été consultés avant les bombardements de cette nuit. Comme le président Trump l'a clairement indiqué, le Hamas, les Houthis, l'Iran, tous ceux qui cherchent à terroriser non seulement Israël, mais aussi les États-Unis d'Amérique, verront le prix à payer. L'enfer se déchaînera. La communauté internationale a condamné les bombardements israéliens et demande le retour immédiat à un cessez-le-feu. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Continuez à nous soutenir et abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV, Le Média 24/7, pour ne rien rater de nos nouveaux programmes. Très bonne soirée sur Le Média.